Voilà. Voilà. Alors, bonjour. Dans cette visioconférence du Collège international des seniors Harmattan, voilà. Ce collège est une association qui réunit un certain nombre d'auteurs de l'Harmattan ou d'ailleurs. La preuve aujourd'hui, nous allons écouter une personne qui a publié aux éditions Chroniques sociales, qui va nous présenter son ouvrage. Voilà. Le but de ces visioconférences, c'est de se poser des questions, de parcourir un thème et d'y réfléchir ensuite tous ensemble, d'éventuellement continuer au-delà de la vidéo sur des ateliers de débat écrits qui peuvent déboucher sur d'éventuelles nouvelles publications. Voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons Pierrot Amoureux qui va se présenter lui-même son ouvrage et nous passerons au débat ultérieurement. Voilà. À toi, Pierrot. Oui, ben, merci beaucoup Hervé, merci beaucoup aussi au CISH de m'accueillir. Quelques mots de présentation. J'ai commencé par être salarié menuisier, puis après collaborateur d'architecte, puis formateur pédagogique et initiateur d'un dispositif et du réseau Différents et Compétents qui travaille sur la reconnaissance des compétences des personnes particulièrement en difficulté. Mes implications professionnelles et puis associatives m'ont plongé dans les réalités d'insertion, d'intégration, d'inclusion. Je me considère comme apprenant permanent et je partage mes interrogations, mes points d'appui pour piloter mon métier d'homme toujours en devenir. Persuadé que nos actions ont toujours une visée politique, je veux me situer en dérangeur sympathique par une détermination forte, celle de développer un lien entre le terrain, l'action et la réflexion. Un clin d'œil vers le titre d'un livre de Claire et Marc Hébert-Suffren, Penser, apprendre, agir en réseau. Penser, apprendre, agir, un triptyque que j'utilise personnellement et que je vous propose d'utiliser au cours de cet exposé. Euh, penser, sur quoi ce temps de travail me fait réfléchir, apprendre, formaliser ce que je comprends mieux, agir, choisir ce que je vais mettre en place et renforcer. Trois conditions qui me semblent nécessaires et indissociables pour notre contribution au mouvement du monde. Comme vous aurez la possibilité de revenir sur l'exposé, je vous ferai parvenir mon texte, je vous propose de vous laisser tenter par l'école buissonnière autour de ces trois questions. Je m'appuie aussi sur le livre dont parlait tout à l'heure Hervé, L'inclusion active, qui me sert de support et se veut traduire une volonté de porter une réflexion sur la nécessité de se reconnaître dans un même monde, celui que nous habitons, tout en conservant et renforçant nos identités et surtout en osant sortir de l'entre-soi, de l'appartenance à l'émancipation, une présence heureuse au monde. Risquons l'autre, risquons l'autre, c'est ce que l'on donne qui nous transforme. Cet exposé est sans doute complémentaire et dans la suite de l'intervention d'Alain, que je remercie pour son éclairage sur valeurs et repères face aux évolutions technologiques et sa passion qu'il a partagée. Je propose cet exposé ou mon exposé dans cette lignée en questionnant nos valeurs et repères dans nos interactions concrètes avec les écosystèmes, les organisations, hommes et femmes de proximité au sein des territoires qui nous hébergent au quotidien. Une invitation à faire de nos vies des espaces de transition en cohérence avec nos essentiels. En d'autres termes, s'interroger sur le sens de notre présence aux autres et au monde, avec quelle valeur et surtout quelle posture. Nous sommes acteurs d'un monde qui se transforme et nous transforme. Nous restons captifs d'une accélération qui semble sans fin dévorer le quotidien et l'humain. Dans ce flux, nous prenons le risque de perdre le sens du mouvement individuel, coopératif, collectif. L'ère de l'accélération, qualification proposée par Armand Rosa, tente de nous imposer ce tsunami et nous restons toujours tributaires de notre époque. Observer,
Formuler des hypothèses, expérimenter des situations majorantes dans nos environnements, là où nous avons pour un temps posé notre sac, devient une urgence vitale pour nous et nos territoires. Pour garder ce cap, pour garder notre cap, il y a lieu de réfléchir sur la justesse de nos valeurs, de nos amarrages et sur les postures qui en sont l'expression dans le quotidien de nos rencontres. D'identifier des stratégies pour initialiser des espaces accessibles de réciprocité apparaît sage pour cheminer de la dépendance à l'autodétermination, de la fidélité à la perméabilité. Et troisième point pour garder ce cap, se relier dans la proximité de nos lieux de vie devient, me semble-t-il, un enjeu de survie attractif et stimulant, tout en reconnaissant que les liens indispensables pour notre construction identitaire nous libèrent. Il légitime l'accès à d'autres ports, à d'autres départs vers de nouvelles escales. Ces enjeux de la rencontre, de la relation, sont les atouts d'une présence heureuse au monde, d'une société inclusive, active. Active, car c'est au sein de cette dynamique que se développe la vie, fruit de mouvements permanents d'appartenance, d'émancipation. Ces quelques idées qui suivent se veulent un soutien à nos interrogations, mais surtout une réflexion vers l'action. Là où nous sommes, sur les quais du port, où nous avons amarré pour une escale plus ou moins longue notre bateau. La plus grande richesse sera sans nul doute le débat, les apports provoqués suite à cet exposé. Merci de vos interactions. L'inclusion, chemin vers une expertise en humanitude. Une proposition du déroulé en 2 points. Inclusion, humanitude, de quoi parlons-nous? Puis, articuler cet idéal d'inclusion active avec les notions de reconnaissance, de réciprocité, d'accessibilité, de construction identitaire, de capacité. Premier point, donc inclusion, humanitude, de quoi parlons-nous? Sous forme de préambule à la proposition d'une définition de ces mots, quelle toile de fond et avec quels amarrages ajuster dans le même temps notre cohérence, et notre cohérence, CO-hérence. Comment ajuster nos perméabilités et nos fidélités? En préalable, donc, je vous propose 6 repères, mes repères actuels, avec pour objectif de vous permettre de formaliser vos propres repères dans vos dynamiques de rencontre, de relation avec l'autre. Un premier repère, vouloir rejoindre l'autre là où il a quelque chose à m'apprendre. Chacun est digne et cette reconnaissance de l'autre nous permet de générer de la compréhension. C'est reconnaître que l'autre est beaucoup plus que ce qu'il n'ose montrer. Le faire avec contribue à rejoindre l'autre dans son quotidien, son existentiel, son humanitude. Pouvoir se créer du bien commun vécu dans le faire ensemble ou dans la réflexion concrétise ces apprentissages réciproques. À titre d'exemple, j'ai beaucoup appris sur les personnes et sur les techniques en transportant les tables pour préparer une salle pour un concours de cartes ou un loto lundi dernier, ou en donnant un coup de main lors d'un repère café. Donner me semble implique d'accepter de recevoir, et surtout donner implique de se transformer. Un deuxième repère, accepter et valoriser la différence comme fondation de l'inclusion. Accueillir la différence invite à déverrouiller ses résistances. Au départ, souvent un premier travail sur soi, il n'est pas facile d'oser. Pour ma part, j'ai toujours du mal à porter un regard, un sourire à la personne qui tend la main sur le trottoir. La différence reconnue, acceptée, se révèle néanmoins un véritable passeport. Oser avancer sur une ligne de crête entre sécurisation et prise de risque et préserver le rôle décisionnel de la personne est une condition de l'inclusion. C'est donc accepter et valoriser la différence. Un troisième clin d'œil, on se construit toujours seul, mais jamais sans les autres. Toute construction éthique, morale ou de savoir reste une solide composition individuelle. Personne ne peut faire le travail d'appropriation à notre place. Et je repense au triptyque proposé par Jean Piaget, assimilation, accommodation, équilibration majorante.
La singularité de l'autre permet de cheminer vers le meilleur, avec pour ambition d'enrichir la vérité commune par la vérité singulière. La perfection n'est pas humaine, mais elle nous entraîne dans une frustration agissante. Une construction personnelle qui prend sens dans une triangulation entre le sentiment d'efficacité personnelle, la reconnaissance et l'accessibilité. On va revenir sur ces points tout à l'heure. Ces éléments, ou les trois qui suivent, ne sont que mes repères présents. L'objectif est de rendre plus lisibles nos appuis, nos postures dans nos rencontres avec les autres, et ainsi risquer de sortir de l'entre-soi pour oser un chemin de liberté pour tous. Le quatrième point, d'un autre ordre, une relation dans laquelle le « et » reste l'articulation de la réussite. Le « et » est incontournable pour aller un peu plus loin dans le discernement de la narration, en posant les questions et avant, et après, et pourtant, et pendant. Il nous positionne très souvent dans un entre-deux, toujours inconfortable mais stimulant. Le « et » du « en même temps » inscrit dans la dynamique des forces et des potentiels, il inclut dans l'action. Le « et » pour relier les complémentarités dans une infinité de nuances, soulignant la diversité, enjoignant la compréhension sans dissocier. Une suggestion de Pierre que je partage, la devise de la République devrait se réécrire liberté et égalité, et fraternité, et liberté, pour souligner l'importance de ce cercle vertueux et éviter un choix à la carte. Le « et » nous donne aussi une vocation de perpétuel chercheur. Il nous invite à questionner la complexité pour aller vers la simplexité, c'est-à-dire simplexité, ce que je peux comprendre aujourd'hui. Le « et » nous ouvre un chemin entre accessibilité et évolution, entre reconnaissance et perspective, entre appartenance et émancipation. Le cinquième point que j'ai envie d'aborder sur ce préalable, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Faire ensemble, c'est appeler l'autre en le laissant libre de sa réponse, mais en rendant capables ceux que l'on a choisis. C'est faire droit à l'expérience des personnes, renforcer l'émulation, cela ouvre à la mise en œuvre sereine des évolutions communes et surtout éloigne de la violence. Consentir du temps. Celui-ci est l'allié privilégié de nos réinclusions. Sans doute, comme vous, je me souviens de nombreuses situations où j'ai voulu faire seul, pour un moindre résultat et une perte de temps. Considérons le temps comme un objet politique, un outil d'émancipation individuelle et collective. Parlons de temps libéré plus que de temps libre pour signifier une dynamique plus qu'un espace à remplir. Cette alternative entre seul et ensemble nous approche d'une autre triangulation entre inclusion, implication, émancipation. Le sixième point, une pensée et un traitement de l'information ouvert et inclusif. C'est souligner une fécondation mutuelle entre le cognitif, l'émotif, le sensorimoteur et nos essentiels. Pour illustrer ces interactions, je vous propose cette petite scène. Julien travaille dans une entreprise d'entretien d'espaces verts. Je l'observe dans sa mission automnale de ramassage des feuilles mortes. Julien repère un emballage de bonbons et le met dans sa poche. Je pourrais penser qu'il est collectionneur. Mais quand je le vois laisser un morceau de journal avec les feuilles mortes, je formule l'hypothèse qu'il maîtrise les notions de décomposition organique, sans doute du cognitif. J'observe Julien tenir son balai en utilisant le bras de levier avec un tour de main précis, sans doute du sensorimoteur. Il charge avec justesse les brouettes que ses collègues conduisent et dans cette attention vers ses partenaires, sans doute de l'affectif. Quand Julien parle de son travail, de son implication, du souci de bien faire, de la satisfaction des clients, il fait référence à ces essentiels. Cette petite histoire pour montrer ces interactions et cette fécondation mutuelle entre le cognitif, l'émotif, le sensorimoteur et nos essentiels. Prendre conscience de ces interactions
dans nos échanges, nos rencontres, c'est à la fois s'accorder, se comprendre, se respecter pour faciliter la fluidité des échanges. C'est reconnaître ses compétences et cela donne de l'appétence à vivre. C'est aussi cultiver réciproquement l'intelligence du moment et faire prendre conscience des capacités à penser et à se penser, à renforcer ses essentiels. C'est certainement un enjeu d'inclusion et d'émancipation. Ces 6 repères en toile de fond pour aborder nos rencontres, ajuster la relation et faire chemin commun vers quoi elles vont nous entraîner. C'est à partir de ça que je vous propose de déterminer les termes incluation et humanitude. Comment en sommes-nous arrivés à l'incluation? Les années 80 voient la promotion du terme insertion pour lutter contre l'exclusion. Progressivement, suivant les contextes, nous parlons d'intégration puis d'inclusion. Des termes spécifiques suivant les structures chargées par la société de contribuer à un équilibre harmonieux du vivre ensemble. L'inclusion. Aujourd'hui, l'inclusion ne nous apparaît pas seulement la préoccupation de prise en charge des laissés pour compte, c'est aussi s'inscrire dans une réciprocité active au sein d'écosystèmes inclusifs. Il n'est pas si loin le temps où le vocable de prise en charge était la référence. La charge était sans doute trop lourde, le terme de prise en compte a été préféré. La personne était reconnue dans un rôle comparse. Pour amplifier ce statut, nous l'avons positionné au centre du projet pour aujourd'hui préférer le mettre autour de la table. Au présent, la personne accompagnée est identifiée acteur, entrepreneur, auteur de son devenir. Ces évolutions de langage expriment une intention avérée d'autonomisation. Les changements de mots pour qualifier l'assistance puis l'accompagnement ont induit des ajustements de posture. Ils se veulent laisser des espaces vides, sans menace, pour ouvrir vers de nouveaux possibles, permettant de trouver, de s'approprier pour un temps sa juste place. Cette bonne distance ou proximité reste un pari permanent pour transformer l'espace d'insertion-inclusion en tremplin vers plus d'autonomie, d'engagement, d'émancipation. Orienter la personne en capacité d'agir vers implique déjà la reconnaissance de compétences et surtout celle de potentiel. La personne est ainsi promue co-intervenante de sa propre ambition. Ces attentions repositionnent la fameuse distance socio-affective professionnelle de l'accompagnant vers la considération de l'accompagné décideur de son avenir. La beauté de la relation et de l'apport réciproque peuvent être qualifiés de positionnement professionnel inhérent à la mission de conseil confiée, se préservant de la surcharge ou de la facilité. Le terme inclusion peut apparaître trop statique pour recouvrir cette dynamique en mouvement. Ces stratégies marquent les volontés d'appartenance temporaire et d'intention affirmée d'émancipation au sein de nombreuses démarches d'accompagnement. Ils visent l'expérimentation de nouveaux rapports sociaux au profit d'épanouissement partagé. En préparant le livre, avec Hervé et Pierre, nous avons évoqué ensemble le mot incluation pour lier le fait de se reconnaître coexistant en chemin et être la cause de ce qui me transforme et transforme l'écosystème. L'inclusion associe dans l'action l'implication d'une société inclusive et l'aspiration de la personne à devenir un acteur reconnu de cette société ou d'une autre. L'inclusion se relève un enjeu permanent, individuel et sociétal, en apportant une réponse aux impatiences de reconnaissance, de singularité et d'altérité. En facilitant l'accès à des champs de stabilité précaires et transitoires, en ouvrant des opportunités vers des choix de vie auxquels tout être peut prétendre. L'inclusion ouvre des espaces dans lesquels se conjuguent autonomisation, autodétermination, émancipation, au profit d'une quête permanente de devenir au-delà d'une simple survie. Cette recherche d'inclusion signifie de pari qu'il y a en moi plus grand que moi, mais aussi la volonté de défendre les enjeux d'une démocratie accessible,
assurant et garantissant un développement possible pour tous. La technique, dans ses réponses, tente parfois de nous éloigner de notre humanité, alors qu'elle en est précisément la preuve. Quelle situation majorante d'inclusion pouvons-nous imaginer aujourd'hui dans notre présent? Ce mot inclusion étant à peu près défini, acquérir une expertise en humanitude, que voulons-nous recouvrir par le terme humanitude? Humanitude, un mot dont j'ai retrouvé l'origine chez Freddy Klopfenstein, un essayiste suisse, publié dans Humanitude aux éditions Labor et Fides en 80. L'humanitude, une philosophie du soin et de la relation. Elle porte sous forme de questions une attention permanente de reconnaissance, de dignité humaine. Chacun est beaucoup plus que ce qu'il montre dans sa présence aux autres. Reconnaître l'autre dans ce que l'on ne connaît pas encore de lui reste une énigme. Trop souvent, par contre, ce que l'on sait de lui fait écran. Nous ne savons pas toujours dépasser les apparences. L'humanitude s'intéresse aux liens qui permettent aux humains de se rencontrer, quel que soit leur état, leur statut. L'humanitude invite à rejoindre l'autre dans ses richesses, engage souvent à repenser la manière de se rencontrer, de faire chemin commun, pour s'apercevoir que malgré nos richesses, nous sommes parfois les vrais pauvres. Découvrir ce qui se cache derrière un quotidien banal, mais tellement humain. Toutes les personnes veulent et peuvent apprendre. Dans leur recherche et le partage de nos apprentissages, nous observons des pauvretés rayonnantes. Le mouvement ATD Quart Monde, par sa pédagogie, me semble donner corps à l'humanitude. À titre d'exemple, les universités populaires créées en 1972 pour que les plus pauvres puissent découvrir ce qu'ils savent et le transmettre. Le mouvement parle de construction de savoir émancipatoire qui prend appui sur les forces silencieuses. Les pauvres, les exclus, sont comme chacun de nous des voyants intérieurs. L'humanitude invite à vivre la diversité humaine, un puits de chance et de sens qui ouvre à la reconnaissance de l'autre dans ses compétences, ses croyances, ses périphéries, sa dynamique. Sans ces inépuisables ressources, nos coopérations ne seraient qu'uniformité et abstraction. Accepter d'accueillir l'imperfection, bien évidemment de notre point de vue. Reconnaître à l'autre la capacité d'être plus grand que les contraintes qu'il affronte. L'inclusion représente bien un chemin vers l'humanitude. L'humanitude devient un challenge, celui de dépasser le visible et d'engager la conversation dans l'essentiel, le faire avec. Ce bien commun vécu dans sa réalisation contribue à rejoindre l'autre dans son existentiel. L'humanitude caractérise cette posture individuelle qui s'inscrit dans un quotidien multiple. Elle encourage dans le même temps à affiner de nouvelles interprétations du monde et des environnements, un chemin de transformation réciproque, essentiel à la vie dans une société contributive, qui conjugue fraternité et dignité. La place accordée aux autres est un préalable aux apprentissages. De tels positionnements font apparaître le pauvre non plus comme un individu en manque, mais comme un acteur social. Notre posture, eh bien, une invitation à devenir des accoucheurs d'humanitude. Le regard perçu de l'autre ou celui porté sont vecteurs d'une manière d'exister, de respecter et générer nos environnements. Le clochard reste sans espoir face à l'indifférence qu'il suscite et l'éloigne un peu chaque jour de la société. L'enfant arrive confiant dans ses nouveaux apprentissages quand il perçoit l'attention bienveillante de ses parents. L'élève mesure ses évolutions au sein des approbations encourageantes de ses professeurs. Sans regard, sans complicité, le sans-abri se laisse disparaître. Les attentions, les compliments stimulent au-delà des possibles escomptés. Notre posture, nous sommes les seuls à pouvoir offrir la singularité de nos sourires. Ils sont un moyen de signifier, sans dire un mot, ils donnent sens à la vie.
nous avons sans doute besoin d'un minimum d'idéal pour accéder à notre humanitude. Aimer l'autre comme soi-même, une formulation reprise par de nombreuses sagesses, un appel à se reconnaître dans une réciprocité. Celle-ci me semble prendre forme dans une trilogie vivifiante, s'aimer soi-même, aimer les autres et aimer aimer. Cette dynamique porte avec efficience notre regard, notre implication vers les autres. L'amour est un libérateur temporel et intemporel, une interpellation permanente au changement, beaucoup plus exigeant que tous les interdits. Les sollicitations d'amour et de réconfort sont nombreuses, elles sont le reflet de notre culture dont nous sommes les héritiers. L'humanitude, c'est un peu notre centre de gravité, dans les moments anodins du quotidien. À quoi ou à qui faisons-nous attention quand nous allons chercher notre baguette de pain? L'humanitude traduit le sens de notre présence heureuse au monde. Charles Gardou l'affirme d'une autre manière dans le sous-titre de son livre L'inclusion active, parlons-en. Le sous-titre qu'il a choisi, Il n'y a pas de vie minuscule. Pour conclure provisoirement ce point, cette phrase de Victor Hugo, c'est par le réel que l'on vit et par l'idéal que l'on existe. Cette vision relie l'interaction de trois habiletés indissociables de la dimension humaine. Aimer, penser, agir, avec nos valeurs pour toile de fond. Et c'est dans sa confrontation au réel que l'idéal s'ajuste et se renforce. Il s'agit de se donner des repères pour parcourir un chemin de vie toujours entre idéal et réalité. Une tension toujours plus forte quand on sort de l'entre-soi pour faire des premiers pas vers un universel qui toujours nous questionnera et nous dépassera. Il reste confortable de concrétiser ces idéaux au Resto du Cœur, aux universités du temps libre, au club de bridge, mais l'humanitude, comme l'inclusion, demande de sortir d'un entre-soi nécessaire, facilitateur et formateur, pour s'émanciper et devenir réellement soi. L'inclusion active se situe sur cette tension permanente d'appartenance confortable vers une émancipation toujours risquée. L'humanitude, chemin vers l'inclusion, ou l'inclusion, chemin vers l'humanitude, les deux termes apparaissent bien reliés. Le changement réel part du terrain, puis se réfléchit pour éclairer d'autres possibles du quotidien, percevoir, comprendre, expérimenter. La proposition d'inclusion active s'expérimente dans le concret, puis se réfléchit pour contribuer à l'ajustement de nos essentiels. Je souhaite maintenant aborder sur une deuxième partie, questionner notre manière d'appréhender l'inclusion active autour de 5 notions. L'inclusion active et la reconnaissance, l'inclusion active et la réciprocité, les notions d'accessibilité, de construction identitaire et de capacité. Sur ce premier point, l'inclusion active et reconnaissance. Notre histoire se construit sans limite de reconnaissance, se construit dans un besoin sans limite de reconnaissance. La reconnaissance confère à chacun sa légitimité première d'exister. Christophe, 21 ans, vient de recevoir ses résultats au CAP. Pour fêter son diplôme, son père a convié les voisins pour l'apéritif. Le lendemain, quand Christophe arrive au travail, il raconte sa soirée et fier, ajoute: n'empêche que ce matin, les voisins ne me regardaient pas pareil quand je suis parti au boulot. C'est dans le regard des autres que chacun trouve la confirmation de son existence, qu'il se sent à la fois semblable et différent, et qu'il peut trouver la source de l'amour de soi, de l'estime de soi. La reconnaissance,
s'exprime par la quête vitale de Matisse, ouvrier dans un chantier d'insertion. Ce que je cherche, c'est être estimable et précieux pour les autres. La reconnaissance est intimement liée aux besoins d'altérité et de singularité. Il inscrit les individualités dans un projet collectif. Elle projette aussi dans des opportunités d'appartenance, dans des perspectives d'inclusion, d'émancipation. Les quelques jeux de mots qui suivent vont élargir ces approches. Reconnaissance en écrivant reco-naissance, pour exprimer une nouvelle naissance de soi dans des coopérations enthousiastes. Ces reconnaissances nous révèlent différents d'avant, pourtant le même, mais légitimés. C'est l'histoire de Christophe. Avec l'appui de cette nouvelle identité, le changement devient possible. Ces nouvelles naissances entraînent à repartir à la conquête d'une existence réelle dans une création continue. Autre manière d'écrire, reconnaissance. Refaire le chemin de la connaissance offre un nouveau regard qui modifie, bonifie. Elle invite à se faire reconnaître pour ce que nous voulons être. Troisième jeu de mots, reconnaître le sens. Connaître et reconnaître le sens renforce l'expression de soi, engage à s'oser, à se risquer dans ses propres transitions. Je vous laisse le soin de continuer ces jeux de mots. La reconnaissance est à la fois un point d'étape et un tremplin. Elle permet la validation de ce que la personne sait réussir aujourd'hui. Elle rend accessible le potentiel libéré par cet état de soi validé. C'est ce que nous avons développé sur le dispositif de reconnaissance des compétences différents et compétents, en accordant une part similaire à la reconnaissance et à la mise en perspective des potentiels que la reconnaissance a permis de faire émerger. La reconnaissance est vitale. Elle participe aux dynamiques d'existence. Il ne peut y avoir de reconnaissance sans proposition et mise en place des moyens qui permettront d'atteindre les nouvelles perspectives mises à jour. La reconnaissance convoque les notions de loyauté sociale, d'honnêteté économique. Beaucoup plus qu'un droit, la reconnaissance pose une véritable question de justice. Elle implique les stratégies de management, les politiques sociales, économiques. Cet engagement est signe d'une société inclusive, ouverte. Exiger la reconnaissance des réussites de l'autre, quel qu'il soit, représente un devoir de loyauté citoyenne. Il s'agit de reconnaître à l'autre sa légitimité. Outre le fait de reconnaître les potentiels émergents qui ouvrent de nouvelles perspectives, l'émancipation prend également appui sur des reconnaissances de conformité et de distinction. Sans cette dualité, l'inclusion se révèle difficile afin de s'inscrire à la fois dans l'appartenance et la différence. La reconnaissance facilite la prise de conscience et le renforcement d'une intelligence mobilisatrice, souvent collective, mais surtout publique. Maintenant que je sais que tu me reconnais comme sachant, je peux tenir un autre rôle dans l'organisation. Par la valorisation des rôles sociaux, qui traduit une participation plus active des personnes à la vie de leur environnement, à leur propre développement, la reconnaissance ouvre le droit de reconquérir le droit à penser, le droit à se penser et le sentiment d'utilité sociale. Nous possédons tous la légitimité et le talent pour offrir de la reconnaissance. Celle-ci donne de passer d'un vivre ensemble social subi et par nature imposé à un faire ensemble choisi et co-construit. Il y a des rencontres essentielles qui changent la vie. La reconnaissance est au cœur de ces moments de complicité. Deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est
Inclusion active et réciprocité. La réciprocité donne plus de valeur aux liens qu'aux biens. C'est l'université de la vie. La réciprocité porte les fruits de synergie personnelle et les volontés de chemin commun. Vouloir apprendre de l'autre et simultanément oser donner de soi, ou donner et oser apprendre de l'autre. Nous sommes tous porteurs de quelque chose pour autrui et tous receveurs de suggestions que l'autre nous propose de regarder. Ce postulat implique d'accepter de se creuser les uns les autres pour ensuite se remplir réciproquement, butiner dans des lieux inédits et faire fructifier ses potentiels. La présence, la relation affiche les prémices d'une ambition commune de rayonnement pour soi, pour l'autre, pour le collectif. Ces espaces d'évolution réciproque invitent à une nouvelle perception de la théorie du don, du contre-don. Pour que je réussisse, l'autre doit réussir. Sans réciprocité, l'inclusion s'éloigne de l'émancipation. Un autre témoignage. Membre du conseil d'administration d'une association depuis plusieurs années, un rituel s'est mis en place pour assurer une meilleure connaissance des membres entrants et anciens du conseil d'administration. Lors de la première réunion suivant l'Assemblée générale, il est proposé un tour de table où chacun exprime avec ses mots le pourquoi de son engagement dans l'association. Les témoignages sont très riches. Un thème revient de manière récurrente, celui de la réciprocité. En prenant cette responsabilité, je veux redonner une partie de la chance d'avoir déjà reçu des autres. J'ai aujourd'hui du temps après une vie professionnelle active. J'ai vécu des situations difficiles similaires, j'ai été content de trouver des appuis, puis je vais continuer à grandir. Ces arguments justifient un engagement altruiste. Ils révèlent la conviction d'humanisation réciproque. Réciprocité inclusive dans la mesure où le retour du don reçu est positionné au sein d'un réseau. Il n'est pas reçu directement par l'auteur du don précédent. La réciprocité s'inscrit dans la proximité, la bienveillance, aider l'autre dans ses ambitions, ses manques de reconnaissance, et dans le même temps lui avouer que nous avons besoin de son expérience, de son expertise, de ses questions. La réciprocité apparaît une déontologie contagieuse. La réciprocité incite à sortir de l'équilibre formel ou informel du don et contre-don pour faire le pari d'une contrepartie qui échappe et appelle à une transformation mutuelle. Le don n'est plus associé à une obligation, il est reçu comme une dette positive. Il se situe au niveau du sens, il a force de lien. L'objet donné appartient à son nouveau propriétaire. Celui-ci en fera ce que bon lui semble. Il n'est plus possible de le revendiquer pour nôtre. Ce que l'on donne nous transforme. La réciprocité relève ce défi stimulant du partage au sein d'un flux amplifiant. Donner, recevoir, rendre. Cette solidarité élargie s'inscrit dans un nouvel intérêt individuel et collectif. En rentrant au port, l'équipage répartit le fruit de sa pêche et rassemble les ressources nécessaires pour un nouveau départ, mais qui n'est pas forcément au sein du même bateau. L'éthique de la réciprocité se retrouve fréquemment dans les dynamiques d'économie circulaire, de développement durable, fondées sur le développement des potentiels de chacun, à l'image des tables d'échange, des trocs, des contreparties de services de compétences proposées dans de nombreuses associations de manière plus structurée, les universités du temps libre, l'outil en main, les petits débrouillards. Ces structures, ces espaces transforment les compétences en héritage. Ces réciprocités facilitent la mobilisation des savoirs pour mettre en relief le faire et apprendre à faire. Multiplier les petits gestes stimule l'altérité, bouscule l'ego. Ces propositions permettent de lier la prospérité de la communauté en comblant une part d'envie personnelle.
elle croise des expériences d'inclusion et d'utilité sociale. Rendre service sans s'imposer ni imposer son point de vue reste tout un apprentissage. Ces engagements exposent à des moments de réalisation de soi et de satisfaction d'une vie bonne. J'ai parlé tout à l'heure de la valorisation des rôles sociaux. J'y reviens un petit peu parce qu'il me semble inviter à une formalisation positive de ces mouvements. Cette valorisation procure aux personnes une légitimité élargie et une reconnaissance externe pour articuler en réciprocité des changements bénéfiques. Le concept prend appui sur ce postulat. Les personnes sont beaucoup plus à même de faire l'expérience de bonnes choses de la vie si elles occupent des rôles sociaux valorisants et valorisés. Ces engagements sont d'autant plus perçus constructifs quand la personne a le sentiment d'être considérée, respectée, d'appartenir à un groupe où le développement et l'exercice de ses compétences, de son expertise participent au bien commun. Dans cette valorisation, la complicité de l'écosystème est incontournable. La valorisation des rôles sociaux, en pointant ses repères, contribue à une réponse au risque universel de dévalorisation sociale. Les bonnes choses de la vie participent à une vie pleine. La fertilité de nos engagements humanistes ne peut être fondée uniquement sur le seul désintéressement. La réciprocité nous éloigne de la tentation de vouloir posséder sans reconnaître le don reçu. Troisième notion, l'inclusion active et l'accessibilité. Garantir l'accessibilité conforte un changement de regard sur soi, sur le monde. Un droit inaccessible ne peut être un droit. Un collectif élitiste devient difficilement inclusif. L'accessibilité n'est pas seulement une aide matérielle ou financière pour lever des freins, elle est aussi une autorisation cognitive, un accord interne pour assurer les prises de risque de sa modifiabilité. Rendre accessible ouvre à la mise en place de compensations toujours provisoires. Ces renforts mobilisent la personne dans sa dynamique de traitement intellectuel de l'information, dans sa créativité, dans sa construction identitaire. Rendre les choses du monde accessibles demeure un préalable sociétal. L'accessibilité ouvre à la mise en place d'aides transitoires. Celles-ci transforment les lisières en espoir. Quelle que soit sa culture, son parcours, son expérience, son âge, toute intention d'accessibilité nécessite d'apprendre, de construire ses savoirs, de développer les outils et ressources pour la suite de ses apprentissages, d'accorder les rythmes individuels dans leur complémentarité et de définir ensemble les objectifs de cette accessibilité. La décision d'accessibilité ne se situe pas seulement dans la dimension intellectuelle de rendre accessible. Elle apparaît aussi dans le renforcement d'une vitalité interne d'accessibilité à soi. En d'autres termes, rendre nos dires, nos faire accessibles participe à la clarification de la pensée, tant de l'émetteur que des percepteurs. En préparant cet exposé, je peux vous dire que ça, je l'ai vécu. L'accessibilité est le fruit d'étapes qui autorisent à se reconnaître acteur, entrepreneur, auteur de son développement au sein de multiples co-constructions. Cette progression conforte la capacité réflexive singulière de raisonnement, de projet, de devenir. L'accessibilité est aussi une école d'autodétermination pour réinventer sa vie en toute liberté. L'accessibilité, elle se situe dans notre zone proximale de développement. Référence à Lev Zemonitch Vygotsky. Il localise celle-ci, la zone proximale de développement, au sein d'un champ de progression suffisamment proche pour demeurer accessible, mais suffisamment éloigné pour être considéré comme un défi possible, motivant. Une opération trop facile ne serait pas gratifiante. Trop difficile, elle serait démobilisante. Cette zone d'action se situe juste au-delà de notre zone de confort.
Veiller à l'accessibilité de ces projets et stratégies d'apprentissage souligne les enjeux de l'orientation, de la formation tout au long de la vie. Les tenants des sciences de l'éducation enrichissent le parcours d'apprentissage d'une alternative optimiste, le pari de l'éducabilité. Considérer chaque personne, quel que soit son âge, sa situation, en capacité d'apprendre et d'améliorer ses stratégies cognitives. L'accessibilité rend possible d'exister aujourd'hui par et pour des actions, des idées, des engagements qu'il était impossible de considérer auparavant pour soi ou à sa portée. Elle est une recherche permanente de progression singulière au sein de collectifs contributifs. Une appartenance accessible, librement choisie, se doit d'être également émancipatrice. Quatrième notion, inclusion active et construction identitaire. Notre identité est un assemblage personnel de multiples identités. Ce que nous sommes reste devant nous, demeure le fruit de nos fidélités, de nos perméabilités cultivées au jour le jour. Fruit d'une élaboration permanente, notre identité se définit par notre manière d'être présent au monde dans la complémentarité de nos appartenances. Elle se recrée en continu. Je suis ce que je deviens par les multiples places occupées avec des énergies si différentes. Notre identité est le fruit d'une double validation, une considération personnelle. Je me sens à l'aise dans cette identité de secrétaire d'association. Mais est nécessaire la reconnaissance de proches ou d'autrui significatifs qui permet de rendre légitime et de valider ce statut. Ceci confirme des composants possibles de notre personnalité réelle. L'identité donne sens à notre évolution et trouve son authenticité dans les implications à regarder et à penser le monde. Elle contribue à nous charpenter comme des êtres uniques et nous positionne comme des êtres sociaux. Il est difficile de décliner cette recherche de stabilité en mouvement sans l'avoir soi-même explorée. Notre identité nous conduit à tenir des positions singulières. Les transitions d'adhésion sociale apparaissent des chances à saisir vers une plus forte affirmation de soi ou un questionnement plus décapant. Ces dissonances enchevêtrent désir et raison. Elles rendent possible de rompre avec un destin subi pour appréhender un avenir choisi. La construction identitaire est un apprentissage à la modifiabilité tout au long de la vie. Nos convictions, affirmation de soi, construction de nos essentiels oscillent en permanence entre continuité et rupture. L'identité se construit en soi et se traduit hors de soi par les propos tenus, les postures privilégiées, l'esthétique vestimentaire. C'est un clin d'œil. Aujourd'hui, le tatouage est une illustration de cette extension publique de l'intimité. Ossature interne et carapace extérieure sont au service l'un de l'autre. La construction identitaire demeure largement sociale. L'inclusion active invite à accueillir les fruits des multi-appartenances, renforçant la personnalité singulière de chacun. Ni refuge, ni repli communautaire, une société inclusive n'est pas une organisation qui assimile en supprimant ou oubliant l'identité de ses hôtes. Elle choisit de promouvoir la coopération en rendant visibles les familles d'appartenance où chacun se ressent à sa place, ne serait-ce que pour un temps. Cette société offre des espaces pour des haltes plus ou moins longues de développement individuel et de réflexion collective sans discrimination. Ces ouvertures représentent un enjeu sociétal en garantissant la biodiversité des profils au sein de chaque collectif. Les pratiques inclusives associent le dynamisme de la jeunesse et la sagesse de l'expérience, l'intuition des minorités et la force des majorités, la vitalité des bien portants et la réflexivité des fragilisés, le rationalisme de l'Occident et le mysticisme de l'Orient.
Les environnements et les réseaux de relations sont incontournables dans toute structuration personnelle ou collégiale. Il est vital de rester conscient de la nécessité et du risque de nos appartenances. Inclusion active et construction identitaire sont intimement liées. L'identité s'inscrit pour une part dans l'inattendu des engagements. Elle ne sera jamais définitive. Ce que je suis reste devant moi et demeure le fruit des racines et des ailes cultivées au quotidien. Le dernier lien que je propose, inclusion active et capacité. Reconnu d'être capable de demeure une revendication partagée tout au long de nos parcours de vie. Enfants, nous aspirons à plus de liberté, adultes, à davantage de responsabilités, puis avec l'âge, avec une meilleure prise en considération de l'expérience. Une démarche d'inclusion active prend en compte ces aspirations de légitimité, d'implication dans les sphères économiques, culturelles, sociales. Une volonté de justice sociale qui fonde nos aspirations inhérentes à la vie sur la capacité à dessiner son propre parcours, une articulation entre attente et ambition, sur la capacité à s'inscrire dans une démarche d'émancipation, de liberté contributive au sein de collectifs où nous appréhendons les droits et les devoirs sous forme de ressources, et la capacité à choisir des chemins qui ont sens pour soi. Distinguer quel choix, quelle décision pour trouver le meilleur pour soi. Et qui d'autre que la personne peut savoir ce qui est bon pour elle et quel éclairage lui seront nécessaires. Poser ce préalable engage à concevoir des écosystèmes capacitants. Nous ne nous réalisons jamais seuls. Nos aspirations sont souvent reliées à des autorisations sociétales, à des recherches de coopération. Amartya Sen définit le concept de capabilité, traduction de l'anglais capability, comme théorie de justice sociale. Celle-ci s'enracine par l'acquisition de libertés substantielles dont les valeurs intrinsèques vont satisfaire les besoins élémentaires, manger à sa faim, se déplacer librement, avoir les croyances que l'on souhaite, avec la liberté de choisir différentes combinaisons de modes de vie pour se réaliser. Avoir le droit ne suffit pas, il est essentiel de pouvoir le faire exister. Pour une société, l'agilité réside dans la conjugaison des libertés instrumentales individuelles et les enjeux du vivre ensemble. Une société se doit de donner aux citoyens les moyens de transformer leurs droits en capacités. Outre la prise en compte des capacités dont chacun est doté, il reste fondamental de rendre possibles ces libertés inspirantes. Celles-ci donnent à chacun l'autorisation de devenir ce qu'il est réellement, de faire émerger ses virtualités. Ces libertés incitent à interroger la vulnérabilité de toute vie qui, paradoxe, renforce l'humanité de chacun. La capacité s'inscrit dans une acceptation positive de soi, s'aimer soi, renforcée par nos réussites, nos petites victoires, ces appuis légitiment l'aventure vers de nouvelles destinations et nous rendent capables. La capacité appelle à dessiner son propre chemin en examinant les différentes attentes, ambitions formulées par les tiers, pour ensuite se projeter en action dans la conscience des ressources qui autorisent à considérer accessible et en harmonie avec soi la suite de ses engagements. Cette démarche de liberté contributive inclut les droits, les devoirs pour se reconnaître dans un collectif et s'épanouir dans son émancipation. La capacité se situe bien au-delà de la compétence disponible et actualisable. Elle implique le positionnement dans des choix qui font sens pour soi, décisions pour lesquelles est perçue de la valeur par les audaces engendrées, les bénéfices escomptés. Les choix sont d'indiscutables potentialités qui se font jour
dans l'autodétermination et le pouvoir d'agir qu'il force. La capacité appelle la modifiabilité. Nous sommes capables de devenir ce que nous sommes parce que nous acceptons d'être et sommes incontestablement modifiables. Cette modifiabilité est au centre des processus de tout apprentissage ou transmission. Elle appelle à la vie, fruit d'effervescence active entre appartenance et émancipation. Sous forme de mise en perspective ou de conclusion de mon propos, ça ne peut pas être une conclusion, mais certainement des interrogations dont les réponses personnelles constituent un challenge quotidien au cœur de tensions auxquelles nous ne manquons pas d'être confrontés. Les contraintes de la vie en société et nos aspirations singulières, toujours perçues légitimes, les emballements idéologiques, nos biais cognitifs, nos spontanéités, nos rigidités, alors que nous voudrions naviguer vers plus de sagesse, nos perceptions alternantes d'une société qui ne peut être un paradis ou un enfer, nos comportements parfois d'anges mais quelquefois de démons, un petit clin d'œil vers Pierre là-dessus, nos tensions sont nombreuses et cette liste est loin d'être exhaustive. Tensions illustrées par une pensée de saint Paul mettant en lumière nos combats intérieurs permanents. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Notre posture reste toujours, suivant les circonstances, une question de dosage et d'affirmation de soi. Laissons-nous interpeller, ne rentrons pas chez nous comme avant, continuons à développer un lien entre observation, hypothèse, expérimentation de situations majorantes. Pour reprendre la définition de la capacité que nous propose Amartya Sen, choisir des chemins qui font sens, rendre possibles les libertés nécessaires pour façonner la vie que l'on a raison de vouloir avoir. Cette mise en perspective nous concerne. Oui, mais comment? Par les confrontations aux réalités mouvantes de nos terrains de jeu du quotidien, nous risquons des pondérations fragiles entre intérêts et valeurs. Elles nous construisent. L'humain, pour le meilleur et pour le pire, porte une quête de cohérence permanente et de cohérence apprenante. Celle-ci participe à rendre heureuse aujourd'hui et demain notre présence au monde. Nos valeurs et repères orientent nos oscillations entre inclusion et émancipation. Ils confèrent à l'existence sa relative unité dans sa singularité. Si les pensées nourrissent nos actions enrichissent nos pensées. Notre vie se révèle au travers des espaces de transition que nous osons. Une mise en perspective à la recherche de balises pour orienter par nos actions de quête de cohérence, je vous suggère 4 axes d'observation. Dans les transitions de la rencontre à la relation, dans la quête de nos essentiels, dans notre expertise en humanitude, dans la transformation de nos utopies en élan vital. Une invitation inconditionnelle à oser l'autre. C'est une aventure qui n'est pas sans danger, avec des gains et des pertes, ce qui demande de la réciprocité, du respect mutuel. Une invitation à l'analyse de pratique. En d'autres termes, une incitation à s'interroger sur le sens de notre présence aux autres, de notre présence au monde. Avec quelle valeur et surtout avec quelle posture? Simple matelot ou capitaine au long cours, nous aurons toujours à tirer des bords pour emmener notre bateau à bon port. Osons le risque de l'inclusion, chemin vers une expertise en humanitude. Une invitation à rejoindre et à approfondir ce cheminement, je vous suggère d'une manière partiale et sous forme de clin d'œil mon livre, L'inclusion active de l'appartenance à l'émancipation, une présence heureuse au monde. Merci de votre attention et surtout merci des questions qui vont nous permettre une inclusion active dans nos mouvements de vie si singuliers.
Merci. Merci Pierrot. Un Voilà petit peu long peut-être. Oui, mais on va ouvrir le débat tout de suite, hein. Mhm. Le temps que chacun repositionne ses pensées et on ouvre aux questions ou aux réflexions. Mhm. Je peux commencer? Barbara peut-être, mais Barbara. je Il y vois avait, les lèvres bouger. Non. il y avait Dan qui commençait. Ah, Mais je vous en oui, prie, je Barbara, vous commence? pouvez y aller. Non. Oui, 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 je peux y aller, hein. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, Barbara. Eh oui, moi, ok. J'ai apprécié l'exposé, le contenu, j'ai tout suivi. Sauf que c'est un peu long quand même, mais ça va. Et ça touche vraiment une problématique qui est actuelle, qui reste d'actualité. Ce que j'ai retenu d'abord, c'est que nous sommes dans un monde où le flux d'informations est très grand et j'en déduis qu'il faut de temps en temps se créer des écluses, c'est-à-dire créer des points de repère pour pouvoir analyser l'information, pour pouvoir s'y conformer et pour la compréhension avec les autres. C'est un exposé qui nous parle de vivre ensemble, si j'ai bien compris. Sauf que je ne sais pas si le terme inclusion existe en français. Et, euh, mais je crois que c'est un exposé très important. Quand on réfléchit à ce sujet, je crois que j'ai trouvé un ouvrage. Il y a un ouvrage qui, attendez, je vais vous dire comment il est intitulé. Un ouvrage qui est intitulé Humanitude, c'est qui est apparu aux éditions, je crois, aux éditions Armand Collin en 2006. La dernière la dernière parution de 2009, je crois. C'est un ouvrage de Yves Gineste et Jérôme Pélissier. Alors, je trouve que c'est intéressant. Personnellement, ça m'interpelle à propos d'un article que j'ai écrit que je n'ai pas pu publier, que je voulais publier avec notre bien-aimé feu Michel Bernard. C'était transformer son image, transformer et vivre son image par la communication. Alors, cet exposé aussi, il est très intéressant à son sens, qu'il montre comment dans la société, on peut, on peut inclure ou exclure les autres. La, la recommandation étant d'inclure les autres. Donc, je trouve que c'est un exposé très, très dense. C'est très, très dense. Il y a beaucoup d'idées, mais c'est très intéressant. Ça peut être exploité. Je m'en arrête là pour le moment pour ne pas monopoliser la parole, mais je pourrais la reprendre si c'était nécessaire. Oui, merci Barbara de ce retour. C'est sans doute dense. C'est pour ça que je vous proposais un petit peu de faire l'école buissonnière par rapport à l'exposé, en tentant de repérer dans ce que je capte qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui révèle pour moi du penser, de l'apprendre, de l'agir, et de manière à faire en sorte que euh, ça nous provoque dans l'action et que l'action aussi nous permet de renforcer nos repères et nos valeurs.
En proposant incluation comme mot, c'est comment est-ce qu'on peut rendre d'une manière beaucoup plus active le terme d'inclusion. Et le terme d'humanitude me semble quelque chose qui me provoque dans une recherche permanente de plus d'humanité. Il y a des mains qui sont levées. Oui, Alain, Michel, allons-y que le. je peux y aller ou... Oui, 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 oui. Alors, Merci. j'ai apprécié à un moment donné le lapsus chemin copain au lieu de chemin commun. Je trouve que finalement, ça a le même sens quelque part dans l'ordre de ce qui a été dit. Il y a un mot qui n'a pas été employé, ou bien je ne l'ai pas perçu, c'était le mot empathie. Et le mot empathie me semble assez synonyme du mot humanitude. Alors bon, je me demande si dans l'esprit de l'exposant, il y a une différence. Et la troisième chose que j'ai bien aimé, c'est le mot simplexité sans savoir exactement ce qu'il veut dire. Pour le mot simplexité, je l'utilise euh, en parallèle avec le mot complexité, Oui, ça j'ai bien en vu. se disant que simplexité, c'est ce qui m'est accessible aujourd'hui, et que si je travaille sur la notion de simplexité, de ce qui m'est accessible aujourd'hui, je m'ouvre d'autres portes qui vont me rendre capable d'aller plus loin. Et c'est surtout ne pas fermer la porte à la complexité, mais permettre de l'aborder avec ce qu'est aujourd'hui mon état de connaissance. C'est un néologisme personnel ou bien c'est un mot qui existe? Il est plutôt personnel, Ok. hein, mais il me plaît bien, Oui, je le oui, oui, défends oui, parce c'est que pour ça que je le ça, souligne aussi. Oui. mhm. Mais sur le fait de pouvoir aller un petit peu plus loin et oser dépasser la complexité. Pour le mot empathie, il me va complètement bien. Oui, Enfin, pour moi, l'empathie est une des composantes de l'humanitude. ah oui, bien sûr. Hein, voilà ce qui me semble être, enfin, tel que je le perçois, quoi, hein. Et je n'ai pas relevé le lapsus chemin commun ou chemin copain, pardon, mais il me va bien aussi. Voilà. Ouais, ouais, non, non, il permet de mettre sans doute plus de proximité Oui, oui. dans ce C'est un chemin beau avec les lapsus, autres. c'est un beau lapsus. Oui, oui, non, mais merci de l'avoir relevé parce que Voilà. je ne l'avais pas vu. Bon, ben, Oui, Oui, s'il vous plaît. Mais voilà, d'abord, j'ai beaucoup apprécié vos exemples concrets, très vivants et très proches de la réalité. Au principe que vous avez énoncé, je les vis comme étant une sorte ça me remet dans l'ambiance de ce qui m'a formé quand j'avais une vingtaine d'années. Et je dois remarquer que vous leur donnez une cohérence intellectuelle qui est tout à fait nouvelle et remarquable, et je vous en remercie. Mais étant donné que nous sommes actuellement dans un monde où le discours dominant est tout à fait le contraire de ce que vous dites, je me pose quand même la question, comment pensez-vous être entendu et par qui? Hein? Et d'une manière provocatrice, excusez-moi, je dirais, est-ce que vous voulez fonder une nouvelle idéologie sociale, un nouveau programme politique, ou bien est-ce que vous envisagez des moyens d'agir de façon plus intérieure à la société civile? Ouais, c'est agissons là où nous sommes. oui, C'est agissons là où nous sommes. C'est comment est-ce que là où je suis, enfin, je m'investis. L'exemple que je donnais tout de suite, c'est quand je vais chercher ma baguette de pain, c'est avec quelle humanitude. C'est là où on est. Il y a certainement plein d'associations ou plein de collectifs auxquels on peut contribuer et surtout dans lesquels on va apprendre plein de choses. C'est dans cette dynamique-là que je situe mon propos. Et c'est pour chacun ça de que dans son coin. là où Néanmoins, on est, il y a là dans ce où que on vous est, dites, il y a beaucoup de choses qui se réfèrent à un programme d'éducation, par exemple, introduire dans les programmes éducatifs, des choses comme ça. mais et comment est-ce qu'on est aussi, nous, là où on est, acteurs de l'éducation populaire? Comment est-ce que enfin, là où on est, on a des voisins, et ce qui me semble être important, c'est enfin, de fonctionner avec
j'ai pris cet exemple-là à un moment, avec les quais du port auquel on vient d'amarrer notre bateau. Mhm. Et le risque, c'est d'aller chercher effectivement de l'entre-soi qui est extrêmement loin. Il est nécessaire, il est précieux. L'entre-soi va nous permettre aussi une part de notre construction, mais on a besoin aussi d'être complètement en relation avec nos voisins, avec les gens qu'on rencontre au quotidien et qui nous provoquent aussi sur cette construction identitaire qui se doit d'être mixte. Elle est à la fois dans l'entre-soi, mais elle est à la fois dans de l'émancipation. C'est à la fois dans de l'appartenance et c'est à la fois vers l'extérieur. Et notre construction, à mon sens, elle se fait comme cela. Enfin, euh, notre pensée, tant que c'est dans la tête, ça roule bien. Mais c'est dans la confrontation à la réalité du terrain que se font nos progressions. Mhm. Quand je suis seul dans ma tête, tout va bien. Mais je fais abstraction d'une part de réalité. Et c'est cette confrontation-là à la réalité qui me semble être extrêmement importante. De l'appartenance est extrêmement nécessaire. Être dans de l'entre-soi, c'est absolument nécessaire. Mais sortir de cet entre-soi-là est quand même extrêmement, extrêmement important pour pouvoir bouger. Parce que si je reste dans l'entre-soi, au bout d'un certain temps, ça va pas fonctionner, quoi. J'ai bien besoin d'aller voir vers l'extérieur. Et ce que je propose, c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure de se dire, bah, quand je vais chercher ma baguette, avec quelle humanitude j'y vais, quoi. Est-ce que aujourd'hui, ça va être vers la serveuse? Est-ce que ça va être vers les autres clients? Est-ce que ça enfin, comment ça va se passer? Mais comment est-ce que je suis euh, présent sur mon terroir, sur le territoire sur lequel j'ai choisi de poser mon sac pour un moment? Voilà euh, voilà le sens de mon propos. Merci Mais beaucoup. merci beaucoup de ta question, hein, parce que enfin, euh, c'est les questions aussi qui aident à éclaircir. Vous, vous m'encouragez à continuer mon petit chemin. Mais ouais, on est tous sur des sentiers différents, quoi. Mhm. Michel a levé la main, je crois. Non. Bon, ouais, vas-y. Non, mais je peux y aller après, par exemple, si vous voulez. Oui, oui, oui. Ah, c'est Michel, c'était moi ou il y a un autre Non, non, Michel? c'était quelqu'un d'autre, Michel, mais je vois que, enfin, je sais plus ton prénom, mais pardon. Allez-y surtout. C'est Euh, possible. Attends, attends. Ben, vas-y, Michel. bon, alors, ben, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié toute votre présentation. Puis Gaston m'avait remis votre livre, donc je trouve ça intéressant. Je rencontre l'auteur avant de voir la pensée. Puis peut-être faire un lien avec la question de Daniel, je dis ça comme ça. Je ne sais pas en France, mais au Québec actuellement, ben, comme dans toutes les sociétés, on a toutes sortes de difficultés, hein. On essaie de vivre ensemble puis de se trouver, de mieux se connaître, je dirais. Et nous, on travaille au Québec, au Canada, on a un problème qu'on a appelé, vous connaissez peut-être pas, mais on dit les deux solitudes, parce que bon, il y a les anglophones et les francophones. Mais au Québec, on a une autre réalité actuellement, c'est toute une redécouverte des Premières Nations par rapport aux Québécois de souche, comme on disait. Puis si vous avez suivi un peu l'actualité, c'était incroyable. On est en train de découvrir les Premières Nations qui ont accueilli les premiers Français. Puis dans le fond, c'est à peu près terrible tout ce qu'on leur a fait. Mais nous, on travaille actuellement sur un projet, là, un groupe de personnes. Moi, je suis en développement des organisations en passant, là. Mais on travaille sur un projet où on va mettre en présence des gens des Premières Nations, des Québécois de souche, des fois on n'ose plus dire ça, mais des Québécois francophones, des Anglo-Québécois, parce qu'il y a des Anglo-Québécois, et des Néo-Québécois, donc tout le problème qu'on a avec les immigrants. OK? Ben, je dis le problème, là, c'est une richesse, on s'entend, là, c'est pas. Mais il y a toute une adaptation, et donc il y a toute une ouverture. Ben, quand on parle d'inclusion puis d'ouverture à l'autre, alors c'est pour ça que je dirais que vos propos m'ont alimenté pendant l'heure et j'ai hâte de lire votre livre parce que je crois que ça va nous enrichir dans notre réflexion puis dans la démarche qu'on veut faire avec. Parce que, puis peut-être je terminais là-dessus, on a vu, moi, dans les organisations, c'est mon métier,
quand on fusionne des organisations, des entreprises, si les chefs des deux entités je vais dire en anglais, merge, j'oublie mon terme en français, là, merging, là. Bon, enfin, qui s'intègre dans la nouvelle entreprise, on va dire ça comme ça. On a découvert que s'il n'y a pas des représentants des deux anciennes entreprises à la nouvelle, on ne peut pas fusionner l'entreprise. OK? Puis plus que ça, vous avez parlé d'identité, on a découvert s'il n'y a pas une partie de l'identité de l'entreprise A qui laisse aller, l'entreprise B doit laisser une partie de son identité, mais amener une partie de leur patrimoine pour recréer une nouvelle identité. Ça, on a vu ça dans les organisations. Alors maintenant, on est en train de voir, est-ce qu'on peut essayer de faire ça dans la société québécoise actuellement? C'est-à-dire qu'il faut à la fois, je dirais comme ça, que les Québécois de souche perdent une partie de leur identité pour intégrer une partie de l'identité des Premières Nations, bon, etc. Alors, j'arrête sur ça, mais j'ai trouvé fort enrichissant, là, puis ça demande de la méditation, votre propos, pour moi. Ça demande une méditation, c'est pas... on voit que toute votre histoire de vie, probablement derrière tout ça. Alors, moi, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous dire ça pour le moment. C'est très, très riche pour moi. Ouais, ouais. Merci de ton merci, Michel. OK, c'est bon. Mais enfin, je ne sais pas, parce qu'en t'écoutant, il y aurait besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce qui me semble, c'est ne pas perdre son identité, mais faire que l'identité s'élargit. Et surtout, me semble-t-il, pour moi, de travailler sur la notion de modifiabilité. Comment est-ce que l'on est modifiable et comment est-ce que l'on se rend les uns et les autres modifiables? Parce que Oh. c'est, enfin, j'ai l'impression que tu vois, l'identité, c'est quelque chose que l'on construit, qui va être rigide, mais c'est un petit peu ce qu'on a dit avec Alain là, sur les notions de repères, de valeurs. C'est des choses qui sont rigides et qui se demandent quand même d'être malléables, d'être plastiques. Et cette notion-là de modifiabilité me semble être intéressante à creuser, quoi. Là, je trouve Ce ça qui nous fort rend, intéressant. Vous pouvez nous en dire encore deux petits mots sur la modifiabilité? ben, c'est ça me semble être un nœud, tu vois, la modifiabilité, et qui se construit petit à petit. Perso, je crois que c'est quelque chose qui se construit euh, petit à petit, au fil des jours, et par des choses qui sont toutes simples ou hyper compliquées. Euh, Quand on mange à la table à la maison, ne pas forcément utiliser toujours la même place. Hmm. Et pourtant, c'est facile, parce que chacun, selon notre singularité, on va être près de tel et tel point. Euh, ne- on a besoin, les habitudes nous simplifient la vie, ça c'est complètement évident. Ouais. Et heureusement qu'elles sont là, qu'on n'a pas à recalculer les choses. Mais comment est-ce que quelque part on les casse, ou quelque part on se dit bah, je vais faire les choses différemment, je Hmm. modifie et je pense que ces racines elles sont importantes, parce que eh, on a besoin de rigidité, on a besoin d'une colonne vertébrale, on a besoin de nos essentiels, mais nos essentiels doivent en permanence se bouger. C'est pour ça que j'aime bien parler, et ça c'est un clin d'œil aussi à Pierre, sur les notions entre fidélité et perméabilité. Hmm. Voilà. On reste fidèle, mais quelque part, je suis perméable. Et c'est cette perméabilité-là qui, qui, qui va nous permettre de sortir d'une rigidité, qui va faire bouger Hmm. notre identité, Hmm. Hmm. et qui va quand même permettre de changer et de rester le même. Si on se regarde dans le rétroviseur, on a peut-être de la part, j'aime beaucoup utiliser les termes racines et des ailes, nos racines sont peut-être fortes, mais elles ont quand même un petit peu changé. C'est pas les mêmes que celles que quand j'avais 20 ans. Hmm. Hmm. Hein. Je me reconnais dedans, mais elles ont bougé au fur et à mesure de notre avancée dans la vie. C'est ça qui me fait refaire du lien avec Claire et Marc Hébert-Suffren autour du titre de leur livre, Penser, apprendre, agir. Hmm. Mais je pense que l'action, ça nous oblige
à recréer, à retoiletter nos pensées à notre mesure. Et c'est peut-être là que je referai du lien avec ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est avec Alain sur la notion de simplicité, complexité. Faire en sorte que ce Ouais. soit des choses qui nous soient accessibles, quoi. Mais la notion de modifiabilité, enfin, je pense J'adore. qu'elle est à creuser. J'adore. Ouais. Alors, merci à nouveau. Ah bah merci. Et à nouveau, merci de ton merci. Oui, bonjour Pierre. Ah, Bonjour, Barthélemy. Barthélemy, Oui, ok. oui. Bonjour Pierrot. Bonjour Barthélemy. Est-ce que je peux intervenir? Vas-y, ouais. J'ai beaucoup apprécié l'exposé, je l'ai lu même. Vous avez envoyé le flyer que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Mhm. La notion d'inclusion active vraiment a captivé mon attention. Et cette notion-là, je l'assimile un peu à ce que nous disons en sociaux, l'homme, un être social. Je, je peux supposer, hein, si je me trompe, tu peux m'arrêter. Voilà. Donc, l'homme est un être social. Euh, le, j'ai un peu cette histoire de Robinson Crusoe, euh, de Daniel Defoe. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. L'histoire d'Alexandre Selkirk, ce marin-là qui avait été capturé dans les années, au XVIIIe siècle, quoi. Hein. Ça s'est passé au XVIIIe siècle. L'auteur, c'est un Anglais, Daniel Defoe. Et Alexandre Selkirk a été réincarné par Robinson Crusoe dans un roman. Il a été isolé sur une île et seul, il a commencé à bâtir une vie seule, jusqu'à ce que il vienne au secours d'un cannibale qui avait été rejeté par sa communauté et a vécu maintenant en société en enseignant à ce cannibale la manière de parler sa langue et tout cela. Comme pour dire, nous avons cette volonté de pratiquer l'inclusion active, mais est-ce que dans votre exposé, excusez-moi, moi je l'ai pris un peu en retard, vous avez considéré ces formes de conflits externes aux communautés, externes même à l'individu qui a la volonté d'inclure les autres activement, mais ces conflits qui s'imposent à l'individu et à sa communauté en tant que groupe ethnique et qui empêchent ou qui empêcheraient cette inclusion active, par exemple. Je crois que c'est ça qui nous a fait cheminer. Et j'inclus d'une manière très très forte Hervé et Pierre sur le passage de la notion d'inclusion au terme incluation. Pour faire en sorte que enfin, ça ne peut fonctionner que si effectivement on est bien sur des pas communs. Et que si je parle seulement d'inclusion, je parle sans doute que d'un côté. Alors que si je parle d'incluation, ça veut dire que quelque part j'ai la préoccupation qu'on va être dans des notions de réciprocité. On va être dans des chemins qui vont pouvoir petit à petit se dessiner en commun. Sur le livre, au début, je parle beaucoup sur le fait, je parle de pas personnels, de pas de l'autre, avant d'aller vers des pas mutuels. Et ces pas de l'autre, ils sont extrêmement importants. Je ne peux pas faire 100% des pas mutuels. Je peux tenter d'en faire 99%, mais il y a bien une part qui appartient à l'autre. Et il me semble qu'en travaillant sur le terme incluation, c'est sur cette part-là de travail commun que l'on va avoir à avancer. Et je referai du lien incluation ou modifiabilité, mais comment est-ce que l'on met en place
cet environnement, cet écosystème capacitant qui va permettre que l'autre va, alors, va se donner le droit de faire un pas, va avoir la possibilité de faire un pas. Et c'est ça qui me semble être important dans le changement de terme. Alors déjà d'avoir parlé d'inclusion active, je trouve que c'est quelque chose qui était sacrément audacieux. C'est sur un texte de l'Europe des années, je crois, c'est 2005, où on sort du terme inclusion pour parler d'inclusion active, de faire en sorte qu'il y a la proposition, mais il y a, dans ma tête, c'est le pas de la personne qui va permettre d'avancer. Et en proposant le terme inclusion, je pense qu'on a du boulot à faire là-dessus. En proposant le terme d'inclusion, c'est de faire en sorte que on est bien dans un écosystème et que c'est une préoccupation un petit peu commune. Autre clin d'œil que je refais à Pierre, parce que ça me semble dans ma tête être là-dessus, sur notre liberté, égalité, fraternité, le « et » entre les deux, qu'est-ce qui me semble être fort? Merci Pierre hein, de ce clin d'œil de cette semaine, mais qu'est-ce qui me semble être fort de se dire liberté et égalité et fraternité? C'est-à-dire que les trois sont liés. Et c'est parce que ces trois sont liés là que je sors de quelque chose qui pourrait apparaître trop statique pour me mettre dans la dynamique d'un cercle vertueux. Et pour moi, le pari, en faisant avancer le terme inclusion, c'est cette notion-là. Comment est-ce que on en fait quelque chose qui est perçu comme un plus sur du bien commun, sur du bien commun vécu. Enfin voilà ce que j'entends, ou ce qui me semble être important autour de cette notion-là, de réellement de faire que l'autre, et par ce que l'on peut mettre en place en commun, que l'autre peut avancer aussi. Et qui va nous faire avancer, on va se changer, là on est sur les notions de modifiabilité. C'est-à-dire en gardant aussi son identité, Bien sûr. en s'auto-déterminant, et il arrive quand même à coopérer avec l'autre qui est différent. Yes. Mais je pense que globalement, c'est quelque chose qu'on partage d'une manière presque universelle. On n'est pas fait pour être seul. On est bien avec les autres. On est bien. On reconnaît facilement la part des autres dans notre construction. Ce qui veut bien dire que notre identité, on la reconnaît comme quelque chose qui peut être un mouvement. Je crois qu'on a des choses à creuser là-dessus. Ouais. Oui. Oui, je vois ton micro peut-être. Oui, je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus parce que la réalité des faits, c'est que l'autre peut paraître comme un frère, un ami, un coopérant, mais en même temps, comme Pierre aime à le dire, la conscience peut cacher beaucoup de choses. Il y a aussi l'activité de prédation. Mais d'une manière complètement, moi je pense, dans notre quotidien, si au lieu de parler de concurrents, on parle de collègues, on commence à changer des choses. Et je pense que c'est là que les choses bougent. Et il y a une personne qui a quelque chose sur la tête, qui a des lunettes, qui a levé la main 2 ou 3 fois. Oui. Vas-y, mettons. Ça y est, oui, génial. Je pense que là, parce que je n'ai pas ton prénom, là. c'est pour ça. Je m'arrête là. Il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Oui. Bon, alors, voilà, j'ai le sentiment que on pourrait approfondir les différentes directions données par votre exposé à partir des concepts freudiens, tout simplement. Et en particulier, pour ce qui est de l'éducation, blessure narcissique et bénéfice narcissique, par exemple. Bon, pour ce qui est effectivement de l'identité, alors là, Paul Le Tarsiote a complètement raison, l'âme humaine est plurielle et elle est contradictoire. Et donc, effectivement, il faut retrouver les éléments de cette pluralité dans l'identité.
avec quelquefois des pulsions surprenantes qui vont déconcerter, y compris le sujet. Donc je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire un petit tour du côté de Freud, voilà. C'est tout. Eh ben, je t'invite à nous y aider alors. Bon, ben, faudrait, ouais. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Oui, Barbara, je crois. Oui, je dis vraiment c'est très bien, mais c'est quelque chose, c'est un style, c'est un langage qui est compris par les initiés, je dirais même les spécialistes. Et je me pose la question de savoir si ce que Monsieur Pierrot Amoureux dit appelle intuition, etc., ne peut pas tenir, ne doit pas tenir compte d'abord de l'accueil de la différence. Je crois qu'il a prononcé le mot à un moment. Et l'accueil de la différence consiste d'abord à s'accepter, parce que quand on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas accepter les autres. Et puis, euh, que cela appelle la notion de droit. Il y a mes droits, mais mes droits finissent là où commence le droit des autres. Et il faut faire l'économie, disons, des étiquettes pour éviter l'exclusion. Il faut éviter la question des étiquettes. Donc, s'accepter tel qu'on est et donner de l'empathie à l'autre qui est différent de moi. Et, et je crois que c'est comme ça que les peuples peuvent arriver à vivre ensemble et harmonieux. Merci. Ouais, ouais, ben merci Barbara, parce que enfin, deux ou trois éléments. C'est vrai que en préparant l'exposé, je me dis, mais j'aimerais bien le faire en facile à lire et à comprendre. Parce qu'effectivement, on est dans un type de langage qui est celui du contexte dans lequel on est. Quand, sur le fait de l'accueil de l'autre, de s'accepter, je l'ai pris autour d'un triptyque autour de s'aimer soi, aimer l'autre, et surtout, aimer. Et ça me semble être important de cette articulation-là, qui me semble être quasiment fondatrice là, d'un triangle où il y a effectivement s'aimer soi, aimer les autres, mais aimer. Et ça doit aider à s'accepter. Sur les éléments de conscience, je me dis que je les ai croisés par rapport à la notion de reconnaissance. Comment la notion de reconnaissance de l'autre est extrêmement importante. Rappelez-vous l'histoire de Christophe. Hein. Christophe, il a 21 ans, il vient d'avoir son CAP, il habite avec ses parents dans un lotissement et son papa, sacrément content, il a invité les voisins, ils ont pris l'apéritif. Le lendemain, quand il part avec son scooter pour aller dans l'entreprise, je ne sais pas si les autres le regardent, si les voisins le regardent, mais lui, il a ça dans sa tête. Oh, dis donc, les autres ne me regardaient pas de la même manière. Et je pense que ça, c'est tous les effets de la notion de reconnaissance, alors, qui sont largement à creuser. Mais on a déjà plein d'éléments là sur la notion de reconnaissance qui changent notre vision sur l'autre et qui n'a pas forcément besoin de mots pour que ça change le comportement de la personne. Et la notion de reconnaissance, elle a des incidences que l'on maîtrise pas. Je me rappelle de Muriel, 50 et quelques années, qui vit chez ses parents et qui est dans un CAT, dans un ESAT, et qui passe une reconnaissance de compétences dans le cadre du réseau là, différents et compétents, qui passe une reconnaissance de compétences. Et elle vient me voir 15 jours ou 3 semaines après, et elle me dit, avec toute sa difficulté à parler, elle me dit, tu sais Pierrot, eh bien maintenant, quand je vais chercher le pain, ma maman, elle me confie le porte-monnaie. Quelle est la reconnaissance qui a été faite à Muriel sur le plan professionnel, dans son atelier au sein de l'ESAT,
et qui fait que les parents qu'on n'a jamais vus, qui eux doivent bien avoir 70 ans, à un moment considèrent que cette reconnaissance extérieure est super importante et qui vont faire qu'eux vont lui redonner une sacrée reconnaissance que quand elle va chercher le pain, elle va chercher le pain avec le porte-monnaie. Et je trouve que ça, enfin pour moi, ça illustre toute cette notion, toute l'importance de la notion de reconnaissance, qui se diffuse sans qu'on sait trop comment, mais qui quelque part change quand même la perception des personnes, modifie leur identité, parce que maintenant Muriel, c'est quelqu'un qui peut avoir le porte-monnaie, et ô combien ça modifie l'identité de Muriel qui n'y avait pas accès avant. Et c'est pour ça que je lis d'une manière forte cette notion-là d'inclusion active à la notion de reconnaissance, au même titre que je la relie à la notion de construction identitaire, au même titre que je la relie à la notion de réciprocité. Enfin, je ne sais si Barbara, ça éclaire, mais enfin, ta question m'emmène sur cette notion-là et sur souligner l'importance de la reconnaissance. Oui, merci beaucoup. Ben, merci de ta question. Je voudrais intervenir pour faire ressortir ce qui m'a plu dans ce livre. C'est qu'on a un peu tendance, quand on lit des livres de sociologie, d'être dans une opposition binaire entre l'individuel et le collectif. Alors surtout actuellement, la grande mode, ce sont les livres de développement personnel qui sont centrés sur l'individu et qui oublient beaucoup cette dimension du collectif. Ou d'autres qui insistent beaucoup sur la notion du collectif en oubliant l'individu. Et je trouve que ce livre-là, il est intermédiaire, il est entre les deux. Et cet entre-deux, il ne le fait pas en opposition, mais il le fait en inclusion. C'est-à-dire que ce livre inclut à la fois les questions de développement individuel et les questions de développement collectif. Et ceci, il le fait non pas d'une manière comme certains le font de manuel de développement personnel, mais par toute une série de questionnements pour que chacun puisse construire un cheminement. Alors certes, cette lecture est difficile. Elle est difficile parce qu'elle est pointilliste, mais elle nous amène à chaque partie, elle nous amène à nous interroger sur comment on pourrait, nous, s'approprier ce questionnement pour pouvoir se construire soi-même et se construire avec les autres. Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre. Merci Pierre de relier ça aussi à toute l'importance du « et ». C'est jamais sans, c'est toujours avec, quoi. Et ta question me faisait penser à des éléments, mais qu'on a pu expérimenter d'une manière assez forte autour de la notion d'organisation apprenante au sein d'ateliers. On est toujours dans le cadre effectivement du monde du milieu protégé, des CAT, des ESAT, mais de voir comment le fait de mettre en place une organisation qu'on a appelée apprenante, mais qui s'appuie sur ces éléments-là, change et à la fois les hommes et change l'organisation. Mais les deux bougent ensemble. Et je ne pense pas que l'homme peut changer si l'écosystème dans lequel il est ne change pas. Mais c'est l'écosystème aussi qui va permettre le mouvement de la personne. Et ce « et » entre les deux, là, me semble être extrêmement, extrêmement important. Si je le préconise en oubliant l'une des parties, il y a des chances que ça va pas bien se passer. Ces éléments-là me semblent être importants. Je dire encore quelque chose. Oui, oui. Oui. Non, mais c'est parce qu'il y a deux personnes participantes, Barthélemy et Michel, qui ont fait tous deux de façon très subtile allusion aux difficultés de la rencontre entre des peuples de cultures différentes. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis de toi, Pierrot, mais il est évident qu'un discours fraternel qui serait par trop universaliste possède en soi, recèle des pièges. Et c'est évidemment pas une critique à l'égard de Pierrot amoureux, mais c'est une critique à l'égard du discours français en général.
si tu permets. Hein. Donc, je pense que la nuance entre inclusion et comment? Inclusion est précisément là pour dire attention, n'incluons pas, parce que l'inclusion est un processus cannibalique dans le fond. Voilà, si vous voulez ajouter ça encore. Mais je partage, je partage complètement ce que tu dis, ce que tu dis. Et c'est pour ça que ça me semble être important de travailler sur cette notion de modifiabilité. On se modifie les uns les autres, quoi. Ouais. Certainement. Je l'ai bien compris. Hein. Mais raison de plus, sans doute, pour travailler ensemble autour de ce terme, tu vois, d'inclusion. Parce que la notion d'inclusion, alors au départ, on a changé de ça, mais il y a 20 ans, l'inclusion, c'était le papillon qui est pris dans l'ambre et qui ne peut plus bouger, quoi. Hein? Et effectivement, l'inclusion, elle est cannibaliste si je ne travaille pas dans le même temps sur la notion d'émancipation. Et de reconnaître que notre vie, nos parcours à nous, ils sont faits de temps d'appartenance et de temps d'émancipation, de temps de fidélité qui vont être de la perméabilité et qui vont modifier quelque part nos appartenances ou qui vont nous faire rechercher d'autres appartenances où je me dis, ah ouais, ce groupe-là, j'ai envie de l'intégrer parce qu'il va me construire. Mais que dans le même temps, je veux aller vers ailleurs. Donc ça, c'est important pour ne pas effectivement tomber dans ce piège. Mais c'est pour ça que sur la présentation du livre, c'est de se dire, mais parents, ça vous concerne. Parce que faites en sorte que vos enfants, effectivement, l'appartenance familiale est extrêmement forte. Mais cette appartenance-là, elle se doit aussi d'être dynamisante ou de faire en sorte que les enfants ou l'ado peut aller chercher ailleurs d'autres sources de construction. Alors, si je peux me permettre, oui. Tu as évoqué à un moment donné ce que Freud appellerait le moi idéal et sa pluralité, justement, c'est-à-dire le fait il résulte de la collection par la personnalité d'un certain nombre d'idéaux du moi qui sont rencontrés durant son parcours. Voilà. Et ça, effectivement, ça me paraît aussi un concept important. Le moi idéal. Oui. Oui, vas-y, Michel. Je vais commencer par ce que Muriel vient de dire parce que je sais pas, des fois on dit souvent, nous sommes la somme de nos relations. Et alors, donc, on est pluriel de cette façon-là. Choisis. Choisir. Oh, merci. Merci. Je ferais aussi, je dirais, en fait, ce que Daniel disait, je trouvais que le propos, il vaut autant pour une relation interpersonnelle. Je veux dire, si on se rencontre, Pierrot, vous et moi, il y a une dimension d'inclusion, etc. Mais il vaut aussi entre différentes des personnes âgées, les jeunes générations, l'intergénérationnel. Mais tantôt, j'apportais le point, nous, là, parce qu'actuellement, on est préoccupé par les différents types de citoyens qu'il y a au Québec. Là, je nommais qu'il y a 4 grandes catégories. Mais je voulais vous faire un commentaire. C'est le mot réciprocité que j'ai trouvé intéressant dans l'inclusion. Parce qu'on a un petit problème ici. On a eu au Québec, qui n'est pas terminé, tout un débat sur l'accommodement raisonnable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais donc on essayait de voir comme. Et ce que je comprenais en vous écoutant, puis je ne porte pas de jugement sur mes concitoyens, mais l'accommodement raisonnable actuellement au Québec, il est fait dans certains cas sans réciprocité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des groupes qui, eux, doivent s'accommoder, mais alors, moi, je vais m'accommoder, mais vous, vous vous accommodez pas, là. Alors, alors j'aimais votre notion de le pas personnel, le pas de l'autre, le pas mutuel. Tout ça, là, pour moi, c'est extrêmement éclairant parce que ça donne une grille pour être capable d'observer des choses puis d'intervenir, disons. Mais j'aime beaucoup cette notion de réciprocité là, dans la notion d'inclusion. Et là, il y a, je sais pas, c'est votre notion de modification aussi. Je pense on construit de nouvelles identités, mais en même temps, notre relation va se transformer aussi. C'est un peu comme ça que je le vois, là.
Mais Mhm. moi, je trouve ça très, très riche, votre propos. Je vous dis, j'ai hâte de me mettre à lire votre livre, là. Puis les commentaires de chacun aussi, ouais, ça m'éclaire, moi, personnellement, là. Moi, je trouve que les commentaires de chacun sont extrêmement, extrêmement riches. Ouais. Pour reprendre ce que tu viens de dire, Michel, dire, il y a tout un. Enfin, j'ai aussi tenté de développer quelque chose sur la notion de compromis. Oh, oui, OK. Ah oui, parce que enfin, mais c'est ce que je retrouve un petit peu dans ce que tu dis, dans l'accommodement raisonnable. Ouais. Et je me disais que l'accommodement raisonnable me verrait bien quelque chose autour de la notion de compromis. Parce que c'est là que va se situer, enfin, où les trois étapes de Piaget Ouais. qui vont faire que, bah, effectivement, il va y avoir accommodement et on va aller vers une situation majorante. Et cette situation majorante-là, elle va bien être le fait d'un compromis. Parce que s'il n'y avait pas cette notion de compromis, ben, on en serait resté dans quelque chose qui serait un accommodement perso. Alors que si l'accommodement il reste personnel, il va me faire avancer moi, mais quelque part, à un moment, je vais être bien confronté à la réalité des gens, enfin, des collectifs qui m'entourent. Ouais. Et quand je vais être confronté à la réalité de l'autre ou des collectifs qui m'entourent, je veux bien aller quelque part vers un accommodement, mais un accommodement raisonnable qui va être quelque chose de majorant, qui va me permettre d'autres situations. Et je trouve que là, la notion de travailler sur la notion de compromis me semble être extrêmement importante. Si on n'y travaille pas, le monde, il peut pas. Enfin, j'ai l'impression que le monde, il ne peut pas avancer. Enfin, c'est Ouais. pas notre singularité qui va changer le monde. Non, C'est bien ce que l'on va construire ensemble. c'est bon. La nuit extraterrestre. Tu peux venir. Alors, nous nous approchons de l'heure. Oui. Échange riche. Pierrot, est-ce que tu présentes une aspérité quelque part où s'accroche un peu de pessimisme? Ou est-ce que tu es un flot optimiste permanent? J'essaye d'être sur un flot d'optimisme permanent. Mais parce que ça, enfin, je pense que le plus grand service que je peux rendre au monde, c'est d'être optimiste. Mais, De même mais que Daniel disait, est-ce que une ambition universelle d'inclusion, voire d'inclusion, serait pas elle aussi finalement un absolu tyrannique? Mais je me dis, mais justement, c'est la deuxième partie, je me dis que le jour où tout le monde sera optimiste, sans doute qu'il faudrait que je devienne pessimiste. Mais Ah, que aujourd'hui, ça me semble être tellement important d'être optimiste, de vivre, je sais pas, l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais c'est sacrément difficile et c'est pas forcément faire preuve de réalisme par rapport à l'univers ambiant. Mais si je vais aussi dans un pessimisme ambiant, quel monde je prépare pour demain? Et c'est ça qui me fait dire d'être beaucoup plus dans de l'optimisme. Et puis la réserve, c'est ben, le jour où tout le monde sera optimiste, là, il y aura besoin enfin, de revoir les choses. D'une autre manière, je le dis d'une autre manière dans les notions d'organisation ou autre, c'est quand une équipe va bien qu'il faut la changer. C'est pas quand l'équipe va mal qu'il faut la changer. Il est trop tard. Et ou trop tôt. enfin, si je ne profite pas que l'équipe va bien pour la changer, je ne l'améliore pas, je l'enferme. Mm, mm. Si quand l'équipe va bien, ben, je peux ouvrir un petit peu plus, là je redonne des forces et je modifie. Et on est sur la notion là
de fidélité, mais de perméabilité, en mettant d'autres personnes dans l'équipe. Mais ça me semble quand même être extrêmement important aujourd'hui, pour moi, là où je suis, de porter un message optimiste. Parce que je vais à une réunion ce soir, je suis sûr que je me dois d'être porteur d'optimisme. Parce qu'il va y avoir bien trop de choses qui vont dire, mais non, jamais on va y arriver, ça va pas bien se passer, on va avoir telle et telle chose. Mais c'est la réalité. Mais si je ne porte pas là où je suis cette notion-là d'optimisme, il y a quelque chose qui va échapper, quoi. Enfin, c'est une conviction forte là, de partager ces éléments-là, mais de réalisme aussi. Mais pour le moment, pour le moment, qu'est-ce que notre monde, qu'est-ce que nos sociétés, qu'est-ce que nos environnements, qu'est-ce que nos voisins ont besoin d'optimisme. Voilà, enfin, en le rapportant à. Quand Lily voulait introduire. quand j'irai Barthélémy voulait chercher. intervenir. Oui, vas-y, pardon. Mais son micro était fermé. Moi, je voulais rebondir sur cette histoire d'optimisme. Il y a un de nos amis qui est péruvien et qui nous signale que nous, Français, nous avons tendance toujours à présenter la manière ça d'une manière négative. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela. On a une déformation sur la manière de présenter les choses. Donc, je trouve que dans le livre de Pierrot, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de cheminement. Et ce cheminement, il ne nie pas la difficulté, il dit au contraire, le parcours est long, le partir c'est dans le temps, le parcours se construit. Donc c'est tout pour moi sauf de l'optimisme. C'est au contraire de dire je ne pars pas vaincu. Je suis là et j'ai des possibilités d'action, peut-être très limitées, suivant les contextes, mais j'explore tous les chemins possibles qui me permettraient d'intervenir. Et ça, pour moi, c'est pas de l'optimisme, c'est simplement la vie tout court. C'est d'accepter que l'on est vivant et que l'on peut faire quelque chose. Alors certes, on le sait très bien que dans des environnements très difficiles, il est parfois très limité cette possibilité d'action. Mais elle existe. Elle existe si on a envie qu'elle existe. Et ça, je crois que c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, c'est que j'ai toutes les pistes qui s'ouvrent pour pouvoir éventuellement ouvrir des possibilités d'action. Et pas par hasard que c'est le mot action qui termine le propos de Pierre, parce que c'est vraiment l'idée de action. Le mot inclut action, je crois que sa force, justement, son cheminement, sa dialectique permanente avec l'exclusion, la difficulté, le conflit, la différence, etc., c'est cette action, c'est-à-dire de bien voir que ce mouvement est là tout le temps. Inclure, c'est pas facile, c'est constant, et c'est ce mouvement que veut dire action. Et ce que donne l'impression de flow, j'ai toujours dit ça à Pierrot quand on travaillait sur son livre, l'impression qu'il est un flow permanent de paroles et d'idées qui s'enchaînent et qui se réinterpellent sans arrêt les unes les autres. C'est ce mouvement, c'est cette énergie, c'est cette action, tout à fait. Et je crois que c'est ça le plus fort de ce livre, c'est ce mot action, ce suffixe, ce préfixe, non, suffixe, action, qui est très, très important. Voilà. Bon, ben, on arrive à la fin de l'heure. On va remercier Pierrot, on va remercier tout le monde. Le collège était bien international, encore une fois aujourd'hui, très, très bien. Signaler que les 2 prochains visioconférences en préparation, ce sera pour le 30 avril autour de la décentralisation en Afrique et le 14 mai sur des pistes de recherche sur l'intergénérationnel et la correspondance intergénérationnelle. Voilà les 2 prochaines visioconférences du collège. Le livre de Pierrot donc, est aux éditions Chroniques sociales. Voilà. Et bon, ben, je pense qu'on peut
se féliciter de ce travail et remercier tout le monde, et en particulier Pierrot Amoureux. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous fais parvenir, je fais parvenir à Hervé et Pierre le texte mon texte là ce soir ou demain matin. Voilà. Merci Merci beaucoup, Pierrot. beaucoup de votre attention, de vos questions, et puis au plaisir de se retrouver le 30 avril. Et n'hésitez Et pas Michel, à adhérer au bonjour, collège. bonjour, bonjour vers Gaston. Oui, Voilà. je transmets les messages et vous avez toute ma reconnaissance, Pierrot, pour utiliser un de vos termes. Voilà. C'est dans la réciprocité. Oh, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Hervé et Pierre d'être là. Ouais. Merci, merci. Super. Merci. Merci, Et Pierrot. n'oubliez pas de Merci. lire la postface dans le livre de Hervé. La postface sur effectivement l'inclusion. C'est bien. Merci beaucoup à tous et toutes. Au revoir. Au revoir. Mm.